Alors, on va démarrer. Merci d'être là. Hein. Ah bah, c'est un peu spécial aujourd'hui. J'ai pas de maladie, j'ai pas la poliomyélite ou un truc comme ça. Hein. Je me suis simplement levé ce matin avec le dos bloqué. J'ai dit, oh mince, c'est pas le bon jour pour avoir le dos bloqué. Donc je viens d'avoir une demi-heure de soins sur un stand. Je pense que ça va être cool pour moi, mais peut-être là c'est très enflammé. Donc raison de cette canne qui est tout à fait exceptionnelle. Mais qui me permet peut-être, puisqu'on parle d'hypnose, de faire un petit clin d'œil à Milton Erickson, qui lui avait la poliomyélite et qui a été en chaise roulante pendant une grande partie de sa vie, avec des douleurs, paraît-il, assez fortes. Évidemment, ce n'est pas du tout comparable à ce que je vis aujourd'hui, mais c'est l'occasion de lui faire un petit clin d'œil à ce sacré Milton. Milton Erickson, qui a donc été le fondateur, enfin l'inventeur, l'initiateur de l'hypnose moderne, qui est devenue l'hypnose ericksonienne, donc, tirée de son nom. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Alors, il y a, si vous êtes là, c'est que vous savez que je vais vous parler d'hypnose. Je vais un peu m'asseoir quand même. Et donc, probablement que vous connaissez un peu l'hypnose, en tout cas certains d'entre vous connaissent, ou ont une idée de ce que c'est. D'autres peut-être pas, c'est peut-être la curiosité qui vous amène ici. Et donc il est important en préambule de commencer par clarifier un tout petit peu ce que c'est l'hypnose. Parce qu'il y a un tas d'hypnoses différentes qui existent. On connaît le grand public, quand on pense à l'hypnose, généralement les personnes pensent en premier à l'hypnose de spectacle, qui est une hypnose spectaculaire, d'où son nom, et donc qui crée des effets de show comme ça, où on peut s'amuser avec l'hypnose. Et c'est assez étonnant, effectivement, dans l'hypnose de spectacle, de voir comment une personne peut être suggestible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette hypnose de spectacle, là où on va suggérer des choses un peu folles, hein, je veux dire que la personne se prenne pour un âne ou je sais pas quoi, c'est un petit peu idiot, quoi. Mais ça amuse la galerie. Et c'est assez impressionnant de voir comme c'est possible d'arriver à ça. Néanmoins, ce type d'hypnose ne fonctionne qu'avec certaines personnes, un certain type de personnes, même assez rares. Compte entre 10 et 20% de personnes qui sont très suggestibles. Et puis il y a le fait, dans l'hypnose de spectacle, il y a le fait que justement on se donne en spectacle. Donc ça correspond à un certain type de personnalité qui ont envie de monter sur scène et finalement qui donnent leur accord, à la fois conscient et inconscient, à ce qui va se passer. D'un côté, on a l'hypnose de spectacle, la moins sérieuse, on va dire, la plus rigolote, hein, l'hypnose de jeu. Et puis à l'autre bout, l'hypnose la plus sérieuse, c'est l'hypnose médicale, qu'on utilise dans les hôpitaux pour faire des anesthésies, pour lutter contre la douleur, ou gérer mieux sa douleur, etc. Et donc, qu'on utilise aussi pour lutter contre l'angoisse, c'est un peu le sujet du jour, contre l'angoisse que les gens peuvent éprouver avant une opération, ou certaines personnes sont phobiques des aiguilles pour recevoir une piqûre, etc. Donc, on utilise l'hypnose pour contourner, en fait, les résistances ou les craintes de la personne, afin qu'elle puisse plus confortablement recevoir des soins. Ça, c'est l'hypnose, on va dire, la plus sérieuse, celle qui est estampillée par le monde médical. Et puis, entre deux, quelque part entre deux, il y a ce qu'on appelle l'hypnose thérapeutique. Ce n'est pas vraiment une bonne dénomination, puisque l'hypnose médicale est thérapeutique aussi, bien sûr, et qu'on peut faire du spectacle de manière intelligente, c'est-à-dire utiliser... Évidemment, pas faire l'âne à une personne, mais ce qui est intéressant, c'est de faire par exemple une catalepsie où la personne elle va être complètement figée, bloquée, à tel point qu'on peut la mettre sur deux chaises, elle est rigide comme une planche. À quoi ça sert? On peut se poser la question, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a de thérapeutique là-dedans?
Lors d'une fois où j'ai pratiqué cet exercice, j'en ai profité à la personne qui avait d'ailleurs pas du tout un physique qui rendait cette chose possible, donc elle n'en revenait pas, mais personne n'en revenait, les gens qui étaient là. Elle n'avait pas du tout un physique sportif pour tenir comme ça, droit comme une planche, sur 2 appuis. Et pourtant, ça s'est fait. Alors, comment j'ai utilisé ça de manière la plus intelligente possible? J'ai fait des suggestions de force, de puissance, d'être à la fois solide à l'extérieur et souple à l'intérieur. Donc on utilise l'expérience, si on veut, l'expérience que la personne fait de manière physiologique, on va l'utiliser pour donner des suggestions que le subconscient va transcrire comme des métaphores. Oui, je peux être quelqu'un de fort. Oui, je peux être quelqu'un de stable. Oui, je peux être solide, hein, par exemple. Et donc, entre deux, on a cette hypnose qu'on pourrait qualifier de laïque ou profane. Donc, on n'est pas des médecins, c'est mon cas, je ne suis pas médecin, formé à l'hypnose dans plusieurs écoles, à différents types d'hypnose, je parlais de l'hypnose ericksonienne juste en préambule, et il y a l'hypnose classique aussi, une hypnose plus directive qu'on utilise en spectacle notamment. Donc, il y a différents types d'hypnose. Et dans chaque type d'hypnose, il y a différentes manières de le faire, plein de méthodes. Quand on parle d'hypnose, on pourrait dire c'est comme un peu si on parle de musique. On dit, vous aimez la musique? Oui, mais enfin, il y a tellement de sortes de musique, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est un peu pareil. Quand on parle d'hypnose, on ne sait pas très bien de quoi on parle au niveau du type d'hypnose. Et en plus de ça, donc en musique, il y a différents genres musicaux, le rap, la musique antique ou classique. Et puis dans chaque type, il y a des créateurs, des compositeurs, et puis après il y a des interprètes. Et après, même si vous avez 10 000 personnes qui écoutent le même concert en même temps, c'est 10 000 concerts différents. Parce que chaque personne va capter le concert à sa manière. Et donc l'hypnose, c'est un peu comme ça. Quand vous faites une expérience hypnotique, vous faites une expérience d'hypnose pour vous, eh bien, vous allez la vivre à votre manière. Et donc, il y a autant d'hypnose qu'il y a de séances d'hypnose, on pourrait dire. Parce que même d'une séance à l'autre, la personne va changer et elle va vivre ça différemment. Donc, ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse tous, c'est notre propre hypnose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est capable de générer, de créer et de modifier dans son propre univers intérieur. Et je vais m'approcher plus spécifiquement du sujet, c'est que on a l'univers extérieur qu'on appelle tous la réalité, on s'est mis d'accord pour appeler ça comme ça, avec la matière, l'espace, la matière dans l'espace et dans le temps. On va pas rentrer en physique quantique, mais juste pour dire qu'on a de la physique newtonienne de la réalité. On est tous d'accord avec ça, c'est notre terrain de jeu commun, on va dire. Mais, bien plus important que ça, on a un univers intérieur. Chacun de nous a un univers intérieur qui est singulier, qui lui est propre. Cet univers intérieur, il est unique pour chacun de nous. Et donc, on essaye d'utiliser l'univers extérieur pour communiquer les uns avec les autres au niveau, à communiquer son univers intérieur. Et c'est là où l'hypnose est très intéressante. Il n'y a pas que l'hypnose dans la vie, hein. Je veux dire, il y a d'autres approches évidemment que celle-ci, mais disons ce type d'approches qui vont se relier à l'inconscient, donc c'est-à-dire les approches qui vont finalement déconnecter le conscient. Le conscient, c'est l'interface de l'esprit qui nous permet, qui est logique, analytique, rationnelle, qui nous permet d'interagir avec l'extérieur, l'univers, enfin le monde réel. On a besoin du conscient pour faire ça. Pour aller boire un café, pour utiliser une canne pour marcher. Bref, la logique dans la matière. Mais dès que je suis à l'intérieur de moi, dès que je ferme les yeux, ou même sans fermer les yeux, dès que je me connecte avec mon univers intérieur, bah, j'ai plus besoin de marcher, je peux voler, je peux l'éviter, comme ça. Tout est possible à l'intérieur. C'est le monde des rêves, c'est le monde de la créativité, et c'est le monde des ressources. Parce que c'est là que vous avez, c'est là que votre subconscient va
collectionner, on va dire, les expériences et va les étiqueter avec des émotions. C'est là donc que vont se propager un peu les problèmes. Et puis il y a la partie profonde de l'inconscient qui fabrique le corps et qui donc va générer le bon fonctionnement ou les dysfonctionnements. L'idée d'aujourd'hui, c'était de parler, je regarde le titre que j'ai donné, gérer le stress et les angoisses. En fait, derrière tout problème, quel qu'il soit, il y a de l'émotion. S'il n'y a pas une émotion forte, ben, il n'y a pas de problème. Tout va bien. On peut gérer un tas de choses. Là où on n'arrive plus à gérer, que ce soit n'importe quoi, des relations, du boulot, la confiance, la stabilité intérieure, l'évolution, la réussite, peu importe le sujet, il y a toujours une émotion qui bloque. Les émotions prennent source dans un lointain passé, généralement la petite enfance, où là, on a vécu des trucs sympas et des trucs moins sympas. Et c'est dans ces trucs moins sympas que le subconscient a mis en place, disons, il identifiait des situations désagréables, des situations qui ont été désagréables pour nous au moment de la petite enfance, et donc il a fait une relation entre certaines situations, certaines circonstances, certaines relations, certaines attentes non comblées, avec de l'émotion négative. Ça peut être de la peur, qui est la source des angoisses, ça peut être de la tristesse, généralement il y a aussi de la tristesse dans les angoisses, ça peut aussi être de la colère, possible qu'elle soit aussi dans l'angoisse, et du dégoût. C'est les 4 émotions négatives de base principale que le subconscient utilise pour étiqueter les mauvaises expériences, enfin les expériences qu'il a qui étaient pénibles, et qu'il va tenter toute sa vie d'éviter. Et donc, on va être, par exemple, une personne timide, va éviter de prendre la parole parce qu'elle a un vécu qui fait qu'il y a un traumatisme, il y a à un moment donné une expérience forte, désagréable, qui fait que prendre la parole, c'est trop dangereux. C'est trop désagréable, c'est source de problèmes. Et donc, la notion d'angoisse, que je voulais aborder aujourd'hui, elle prend source dans ces insécurités d'enfance. Et l'hypnose permet d'aller connecter ce genre de choses et de rétablir un système fluide, un système de confiance. Est-ce que ça va jusque-là? Je ne suis pas trop confus. Et donc, comment on fait, comment on travaille en hypnose? J'avais envie de vous faire aussi expérimenter des choses un peu, parce que blablabla sur l'hypnose, c'est bien, mais il faut que vous puissiez utiliser un peu. Alors, ce qu'il faut comprendre pour utiliser l'hypnose est assez simple. Vous avez une structure mentale unique, qui est propre à chacun de vous. Une structure mentale. Par exemple, si je vous dis, vos idées noires, elles sont où dans votre espace? Elles sont plutôt autour de vous ou à l'intérieur de vous? Si elles sont à l'intérieur, elles sont dans votre tête, ou elles sont dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre dos. Peut-être moi j'ai les idées noires dans le dos qui m'ont bloqué. Hein? Où c'est? D'accord? Et c'est pour chacun de vous différent. Et puis à quoi ça ressemble? Pour certains, ça ressemble à un nuage noir avec des éclairs. Pour d'autres, ça ressemble à, je ne sais pas, une nuée de mouches. Ou ça peut ressembler à n'importe quoi, des épées, peu importe. On a vraiment quelque chose d'unique chacun. Hein. C'est ce qu'on appelle la réification. C'est-à-dire que le subconscient va transformer une sensation, une émotion, en un objet, en un symbole. Ça peut être une image, ça peut être une pensée, donc une parole, et ça peut être une sensation aussi. Ça, c'est la structure mentale. Et donc, ce qui est utile pour transformer une pensée, ou pour transformer une sensation, c'est de la transformer d'abord en un objet. Alors, je ne sais pas si vous avez tous des angoisses ou des peurs ou des... Je pense qu'on a tous plus ou moins. Alors, des fois c'est gros, des fois c'est un peu plus petit, ça dépend des périodes. Là, on est dans une période un peu socio-historique qui est un petit peu angoissante. Il se passe beaucoup de choses.
dans le monde, et puis on est là, de quoi l'avenir sera fait, on n'est pas toujours hyper tranquille. Et en même temps, on peut garder cette confiance. Alors, si la peur ou l'angoisse, l'inquiétude, le stress avait une couleur pour vous, laissez venir la couleur. Il y a sûrement une couleur qui vient. C'est pas forcément une couleur que vous vous attendez. Hein? Donc c'est la première qui vient. Ok? Ne laissez pas le conscient avec sa logique changer votre couleur. C'est la première qui est venue quand j'ai posé la question. Et puis si la confiance, la tranquillité, la sérénité avait une couleur, laquelle ce serait? Et donc vous vous trouvez avec deux couleurs, n'est-ce pas? Une qui correspond à quelque chose de pas très agréable, et une autre qui correspond à quelque chose de plus agréable, ou de même carrément agréable. Okay? Et donc on va faire une expérience qui va vous permettre de goûter un peu ce que c'est l'hypnose. Hein? Je vais vous demander de réfléchir dans quelle main vous avez envie de mettre la couleur de l'angoisse, on va l'appeler comme ça, même si c'est un petit peu différent pour vous, et dans quelle autre main vous avez envie de mettre la confiance. Et vous vous trouvez avec une main qui a une couleur, qui contient une couleur, et une autre main qui contient l'autre couleur. Vous pouvez, si vous avez envie de faire l'expérience de manière plus profonde, poser vos mains sur vos jambes, comme ça, ouvertes. Si vous voulez amplifier encore, vous prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, vous laissez vos yeux se fermer et vous focalisez votre attention sur ce que vos deux mains contiennent. Alors il y a ces couleurs que vous avez identifiées. Si ce n'est pas très précis, ça n'a pas d'importance, parce que c'est votre subconscient qui est en train de faire les choses déjà profondément en vous. Et peut-être que c'est accompagné par une forme. Chez certains, ça peut être une boule, chez d'autres un cube, ou ça peut avoir une toute autre forme, encore bien différente. La forme d'un personnage, la forme de n'importe quoi. Je ne veux pas trop vous donner d'exemples, vous avez compris que ça peut être n'importe quoi qui représente ce qui est dans votre main droite et ce qui est dans votre main gauche. Et peut-être que c'est accompagné aussi d'un mot ou d'une phrase, d'un côté, un mot, une phrase qui est peut-être donnée sur un ton plus dur et de l'autre côté sur un ton plus doux. Comme si vous sentiez vraiment ce côté angoissant, ce côté de la peur, de la tension, et l'autre côté de la douceur, de l'accueil, de la bienveillance. Et peut-être que quand vous ressentez ces deux choses dans chacune de vos mains, qui sont comme en face à face, enfin en équilibre, eh bien vous pouvez sentir votre corps qui est entre les deux, assis entre les deux. Et vous allez pouvoir laisser ces deux mains bouger toutes seules pour se rapprocher l'une de l'autre. Et au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, comme si elles se tournaient en même temps, pour laisser ces deux éléments commencer à communiquer l'un avec l'autre, imaginez que des deux côtés, il y a une intention positive. Des deux côtés, la partie lumineuse comme la partie sombre, appelons-les comme ça en cet instant, ont quelque chose à s'apporter. Et que vous pouvez les laisser comme cohabiter ou même se retrouver ou se comprendre et amplifier l'une l'autre jusqu'à ce que les deux couleurs se mélangent. Et jusqu'à ce que vos mains se rejoignent, si ça n'est pas déjà fait. Les couleurs se mélangent et votre subconscient utilise ce mélange, utilise cette énergie de complémentarité pour créer un nouvel équilibre. Un équilibre que vous pouvez sentir dans votre respiration. Et votre subconscient est en train de faire quelque chose de très important pour vous, même si votre conscient, lui, n'a pas idée de ce qui est en train de se passer. Et s'il y a une partie de vous, une partie physique, un endroit dans le corps, qui a besoin en cet instant de soutien, qui a besoin d'attention ou d'un soin particulier, laissez ce mélange de couleurs le rejoindre.
afin que tout élément négatif se dissolve et laisse la place à la lumière. Votre lumière. Vous seul savez à quoi cela ressemble et comment cela permet au corps de se détendre, de se relâcher, de se poser, comme s'il était en train de flotter sur un nuage de confiance et de laisser la conscience attirer cette confiance, car vous ne pouvez pas ne pas éviter de ne pas avoir de plus en plus confiance en faisant cela à l'intérieur de vous, qui se propage autour de vous, comme si cette couleur nouvelle, cette énergie nouvelle commençait à se déployer, à déployer tous ses bénéfices, toutes ses qualités, toutes ses ressources, pour remplir votre corps jusqu'à la limite de la surface de la peau et même au-delà. Et vous-même, consciemment, ne savez pas à quel point tout ceci est en train de se faire pour votre bénéfice, alors qu'inconsciemment, les choses sont en train de se propager et de rayonner de plus en plus. Et vous pouvez savoir, et même vous rappeler, comme il est bon de rayonner comme un soleil. Voilà, et sur cette expérience, quand vous le sentez, à votre rythme, chacune et chacun d'entre vous, vous pouvez laisser tout ceci au bon soin de votre subconscient et prendre une ou deux bonnes et profondes respirations, laisser les mains faire ce qu'elles ont à faire pour peut-être intégrer cela dans le corps. Et quand tout ceci est fait, revenir ici et maintenant, réouvrir les yeux pour reprendre conscience de où vous êtes et de la réalité extérieure. Voilà. Tranquillement. Chacune et chacun d'entre vous à son rythme. Et vous ramenez avec vous tous les bénéfices de cette expérience, et bien plus même. Voilà, maintenant que tout le monde est revenu, c'est évidemment une courte expérience. Il n'y a pas de petite expérience, il y a parfois des courtes expériences. Dans le sens où votre expérience vous appartient. L'expérience, elle est utilisée. Dès que votre subconscient a une zone de calme, il l'attrape pour votre bénéfice. Votre subconscient, c'est à la fois votre protecteur, c'est surtout votre protecteur, mais il sert aussi de lien. Alors bon, ça c'est ma croyance, hein, donc vous prenez, vous laissez, mais c'est ma croyance basée sur toutes ces années de pratique de l'hypnose, c'est que le subconscient est d'abord un protecteur interne, il est là pour nous sauver la vie en fait, hein, donc nous éviter un maximum les expériences désagréables ou dangereuses. Mais en même temps, comme il est hyper créatif, il fait le lien, il fait comme le traducteur ou l'interprète entre notre identité, c'est-à-dire qui on croit être en tant qu'être humain, avec tout notre ensemble dans le monde qu'on croit être le monde réel. Et donc, par rapport à cette réalité-là, donc il fait le lien entre ça et notre âme. Alors, évidemment, il faut croire qu'on a une âme, mais disons une partie de soi qui est âme au sens de anima, hein, de ce qui nous anime. Hein. Et donc ce sacré subconscient, il est très très efficace dès le moment que vous connectez votre espace intérieur, même si votre conscient ne comprend rien à ce qui se passe, et c'est peut-être souvent mieux ainsi, vous ouvrez une porte vers une expérience personnelle. Est-ce que vous pouvez juste répondre par oui ou par non, ou lever la main. Est-ce que tout le monde a vu les deux couleurs? Oui, oui, c'était assez clair, d'accord. Donc ça c'est la base de votre structure mentale. Et c'est vraiment là-dessus
que vous pouvez intervenir. Et quand je disais, vous avez envie de vous passer, de vous transmettre quelques astuces que vous pouvez utiliser, votre structure mentale, elle est telle qu'elle est. Donc vos couleurs, par exemple, c'est votre structure mentale. C'est un des très nombreux éléments qui forment votre structure mentale, mais il y a toutes sortes de choses. Quand vous pensez au bien ou au mal, vous avez tout de suite des images. Alors certains, c'est le petit diable, le petit Dieu, voilà, ou le petit ange, mais il y a d'autres images. Hein. Quand vous pensez à la force, quand vous pensez à la réussite, vous avez des images, vous avez des comment on appelle ça, des archétypes ou bien des personnages qui représentent ça, ou alors des symboles. Et donc vous pouvez utiliser ça. D'un côté, vous avez la réussite, de l'autre côté, vous avez l'échec. Ou inversement, évidemment. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que si j'ai la réussite là et l'échec là, pour moi, dans ma structure, qu'est-ce qui se passe si je mets la réussite ici et l'échec là? Ça va changer ma structure. Je ne peux plus voir le même problème. Enfin, le problème de la même manière. C'est ce qu'on fait en hypnose. Alors, on le fait d'un tas de manières, mais ce qu'il y a, c'est que souvent, une structure, sa propre structure mentale, elle est figée, elle est cristallisée depuis qu'on est petit. Disons que pour moi, les emmerdements, ils sont toujours en haut à droite. Mais si je prends ça, n'importe quel élément, et puis que je le déplace pour le mettre en bas à gauche, ça ne va plus fonctionner. Ma structure mentale, c'est-à-dire mes automatismes inconscients, ne vont plus fonctionner. Ils vont être perturbés. Si en plus de ça, j'en profite pour mettre de la réussite ou du bien-être à la place de ces emmerdements que je viens de déplacer, ça va faire bizarre dans ma structure mentale. Et c'est ça en fait qu'on active ou qu'on utilise, qu'on amplifie quand on fait des séances d'hypnose. Donc ce que vous avez vécu comme courte expérience là est déjà intéressant, parce que vous pouvez voir qu'il se passe quelque chose en vous. Alors vous suivez un peu ce que je vous blablate, ce que je vous raconte, qui n'a aucun intérêt en fait en soi, mais qui est juste là pour ouvrir l'espace à l'intérieur de vous, et c'est votre subconscient qui fait. Pour chacun de vous, il a fait quelque chose d'unique. Hein. Et donc, utiliser ces structures mentales, je vais vous donner une autre astuce. On parlait de stress aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec le stress ? Le stress, ça peut avoir des effets sur le corps. J'ai peut-être mal au dos, peut-être pas pour rien ce matin, mais ça peut être autre chose, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être des problèmes c'est égal, il y a toutes sortes de symptômes physiques qui peuvent venir du stress. Alors, je vais vous donner 2 astuces, il faut que je regarde encore un peu l'heure, mais je crois qu'on a le temps. Tout d'abord, comprendre un petit peu mieux le stress. Ça va vous aider à le gérer. Si on trace un graphique du stress avec 2 lignes, hein, vous voyez les graphiques comme c'est fait. Hein. Il y a une ligne où c'est la quantité de stress et l'autre ligne, c'est les performances. Ok ? Donc vous voyez ces 2 lignes et en fait, plus on ajoute du stress, plus on vient dans cette direction, plus les performances augmentent. Donc le stress, c'est ce qu'on appelle le bon stress. Hein. On a besoin de stress pour se mettre en œuvre, et quand on a un stress assez élevé, eh ben on a tout notre système qui se mobilise pour développer notre concentration, nos forces, nos ressources, etc., pour être hyper efficace. Puis après, on atteint un seuil de tolérance au stress qui est pour chacun différent. C'est pour ça que c'est assez intéressant de repérer son propre seuil de tolérance. Et si on rajoute encore du stress, eh ben la courbe redescend. On perd ses moyens. Si tout d'un coup on est trop stressé, eh ben on perd ses moyens. C'est ce que certaines personnes ressentent qui sont excellentes à l'école, et puis que tout d'un coup en examen c'est trop, et puis elles perdent, elles ne savent plus, alors qu'elles savaient tout ici, et puis elles ont juste dépassé. Donc le truc c'est que plus on rajoute du stress, plus on augmente les performances, et si on en rajoute trop, eh bien on redescend, et ça descend assez vite. Donc comment faire ? Comment faire pour gérer finalement la quantité de stress ? Si on arrive en haut, il faudrait pouvoir réduire le stress. Ok ? Et donc on sait que, et ici on est bien placé dans un salon tel que celui-ci pour en prendre conscience, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui déstressent
hein. On peut recevoir un massage, on peut lire, on peut développer sa conscience, on peut aller marcher dans la nature, ça c'est super important. On peut simplement se reposer ou se faire plaisir ou se manger un petit gâteau au chocolat, ça c'est un peu mon style. Pour déstresser, ok? On se fait un petit cadeau, on déstresse. Bon, il ne faut pas exagérer avec les gâteaux au chocolat. Mais donc, on a la quantité de stress qui monte et on sait qu'on a des choses qui nous arrivent dans la vie qui augmentent parfois beaucoup le stress. Imaginez que vous avez un deuil, ou vous perdez votre boulot, ou il y a des problèmes d'argent, ou des problèmes de famille, ou des problèmes avec les enfants, etc. Boum, ça vous fait monter beaucoup. Et si vous étiez déjà là, puis qu'en plus, ça en rajoute, parce que tout d'un coup, tout d'un coup, vous devez donner une conférence, puis vous avez le dos bloqué, alors ça commence à être un peu difficile. Voilà. Enfin, moi, je ne suis pas hyper stressé, puis j'arrive assez bien à gérer le stress, simplement avec la connexion à mon univers intérieur. Et c'est là, l'hypnose est très intéressante, permet de rabaisser le stress, la méditation aussi, la respiration, je vois, le nom m'échappe, mais enfin peu importe. Il y a plein d'astuces qui permettent de redescendre le stress, et l'hypnose en est une qui permet de le redescendre de manière un peu stable. Parce qu'on va faire une expérience dans l'état hypnotique de calme. Et donc c'est comme si notre système mémorisait comment faire. On a les trucs et astuces qu'on peut utiliser consciemment. Ok, je suis stressé, je vais marcher dans la forêt. Ça c'est conscient. Alors, évidemment, ça fait marcher l'inconscient aussi. Mais quand vous êtes en état hypnotique, vous êtes dans une séance d'hypnose, et que vous imaginez que vous marchez dans la forêt, donc votre corps n'y est pas, mais vous êtes dans votre forêt de votre univers intérieur, et que vous ressentez et vous fabriquez le fait que vous descendez votre stress et que votre système va le maintenir au niveau idéal, ça va se faire en interne. Et c'est ça l'intérêt de l'hypnose, pour gérer le stress, pour gérer les angoisses, etc., etc. Évidemment, il y a des types d'angoisses qui sont plus résistantes, on va dire, qui sont très très bien implantées, notamment les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, où il y a d'une part l'aspect obsessionnel, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a un déclencheur et l'idée arrive, et puis il faut absolument que j'aille vérifier que le robinet ne coule pas, ou que je me lave les mains, ou peu importe, vous avez déjà entendu parler de ça. Donc il y a le côté obsessionnel, on n'arrive pas à sortir de la pensée, et puis je vais éteindre le robinet, je reviens, puis j'ai un doute, donc je dois y retourner. Et je vérifie, ok, c'est bien fermé, et je reviens, mais j'ai toujours un doute. Donc il y a une espèce de truc obsessionnel. Et ce truc obsessionnel, il a été installé à un moment donné par le subconscient, souvent dans la petite enfance, et ça se réveille dans l'adolescence. Et donc, comme ça a été installé par le subconscient peut le désinstaller. Il sait faire ça. Il suffit de lui demander de la bonne manière. Et c'est ce que fait l'hypnose. Après, il y a le côté compulsif, trouble obsessionnel et compulsif, c'est-à-dire que c'est le système. La compulsion, c'est que c'est même pas un acte pensé, c'est pas un acte réfléchi, c'est pas un acte volontaire, c'est tout le système physiologique, psychique et physiologique qui se met en mouvement pour aller fermer cette saleté de robinet. D'accord? Et donc, on est de toute façon en lien avec une construction mentale, avec une structure mentale personnelle, singulière et totalement unique. Et c'est pourquoi l'hypnose est un métier si intéressant à pratiquer, parce que c'est extrêmement complexe, mais c'est super passionnant. Et donc, je voulais attirer votre attention sur le fait que vous pouvez gérer vous-même votre état de stress. Quand vous sentez que vous êtes un peu trop stressé, faites-vous plaisir, reposez-vous, prenez soin de vous, allez marcher, voilà. Ce genre de choses, ça va réduire votre état de stress. Et donc, ça va vous ramener à un niveau de performance optimum. Ça, vous pouvez le faire avec la logique. Puis après, avec l'inconscient, vous pouvez utiliser cette symbolisation de l'émotion, donc la réification, en imaginant votre stress comme une balle, par exemple. Ça peut être un cube, ça peut être n'importe quoi, mais disons un truc que vous pouvez tenir dans la main.
ok? Et vous commencez à le malaxer, vous le ramollissez, d'accord? Souvent, le stress, c'est lourd, c'est dur. Enfin, ça peut aussi être léger et mou, hein, parce que vraiment, les structures mentales ne sont pas toujours logiques. Donc, faites-vous confiance. Mais simplement, vous lui redonnez vie et vous jouez avec votre stress, là, votre stress, votre angoisse, votre peur, votre souci, quel qu'il soit. Vous jouez avec. Même un souci d'argent, mon souci d'argent. Oh. Et puis, vous jouez avec, vous le malaxez, vous lui redonnez un peu vie et vous commencez à jouer avec. Hop, vous le rattrapez, vous le lancez, vous le rattrapez. Vous pouvez jouer avec. Vous pouvez même jongler avec. Voilà, enfin, vous lui donnez vie, c'est-à-dire, vous reprenez la main dessus. On utilise beaucoup les mains dans ce genre d'approche parce que la main, c'est l'élément du corps qui utilise le plus de connexions neuronales. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vraiment, quand on travaille avec les mains, il y a vraiment beaucoup de connexions neuronales qui sont mises en action. Et donc, c'est un élément qui est très moteur, on va dire. Et donc, jouez un peu avec ça. Et vous pouvez même imaginer que vous transformez cette boule. Elle se transforme à force de jouer avec. Elle se transforme. Elle n'a plus la même couleur, elle peut même devenir lumineuse, elle peut devenir plus légère, elle peut devenir positive. Votre stress le truc qui était négatif au départ, peu importe ce que c'est, peut devenir positif. Ça se transforme parce que vous jouez avec. Et puis tout d'un coup vous dites, ah ben j'en ai marre de jouer avec la main droite, hop, je la mets dans la main gauche. Puis tout d'un coup c'est différent, parce que c'est de l'autre côté. C'est différent parce que c'est connecté à d'autres neurones, et c'est différent. Hein? Et puis après, vous faites ce que vous avez envie de faire avec. Si vous voulez l'éclater, l'exploser, la jeter, wow, ou faire quoi que ce soit avec. Moi, je connaissais une personne, quand elle avait des soucis, elle faisait comme ça. Ah, ça m'agace. Mais elle faisait le geste, hein, et ça marchait super, elle allait bien après. Ça, c'est de la réification. Elle ne savait pas qu'elle faisait ça. C'est un truc qu'elle faisait depuis enfant. C'est une astuce, un rituel. On a tous des rituels personnels, mais on ne les connaît pas parce qu'on n'a pas les informations. Et donc, vous pouvez jouer avec ça, et après, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes très... Voilà, vous pourriez aussi imaginer que ça se transforme. Vous dites, ok, ça se transforme en boule de lumière, et ça éclate, et ça me fait une douche lumineuse, une douche de paillettes lumineuses, bénéfique, ça s'est complètement transmuté, et je peux m'en nourrir aussi. Ça peut paraître un peu exagéré de se faire du bien avec quelque chose qui était négatif au départ. Et j'aimerais faire une petite parenthèse assez importante ici, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui soit négatif. Il y a des choses douloureuses, inconfortables, mais en fait, il n'y a pas de truc négatif. Il y a, quand c'est douloureux ou inconfortable, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à transformer. Mais il n'y a pas de négation. Il n'y a que la vie, il n'y a que l'énergie, il n'y a que la lumière de l'univers, sauf que ce truc-là n'a pas encore eu le temps d'aller partout. Et donc il y a des endroits où la lumière manque. Ça me rappelle un conférencier que j'aimais beaucoup, qui s'appelait le père Humbert Biondi, c'était il y a 40 ans en arrière, et il faisait une démonstration assez intéressante. Ben, je vais la faire pour vous. Je vais sacrifier mon petit papier là, et il faisait ça comme ça. C'était vraiment très intéressant. Et quand je vous montre ça, et que je vous demande, qu'est-ce que vous voyez? Un trou. Tout le monde voit un trou? Non? Le vide. Voilà. Ok? En réalité, vous êtes en train de regarder le seul truc qui n'existe pas. Hein? Ce que vous voyez, c'est une feuille qui entoure un espace. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est focalisé sur le trou. Mais le trou n'existe pas. C'est le seul truc qui n'existe pas. Et c'était sa démonstration. Ça m'est resté, pourtant, j'étais jeune. Hein. C'était une révélation pour moi. Il disait, le mal n'existe pas. Le mal, c'est un trou dans le bien. Il n'y a que le bien qui existe. Mais il y a des endroits où il n'est pas fini, où il n'a pas encore eu le temps d'aller. Et donc, si je sens mon dos et que c'est effectivement pénible,
c'est parce que j'ai pas encore réussi à me faire encore en pleine santé ou en pleine souplesse. En tout cas, aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre point de vue sur les choses. Et si j'attire votre attention là-dessus, c'est que effectivement, vous pouvez avoir un stress, hein, et puis ce stress vous agace. Vous le modifiez, vous jonglez avec, etc. Puis vous avez peut-être envie de l'éclater parce qu'il y en a marre de ce stress, d'accord? Mais en fait, vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas encore réussi à créer, c'est-à-dire la paix, la sérénité, l'équilibre. Ok? Donc le stress, en fait, il vous aide à prendre conscience de votre potentiel d'équilibre, sérénité, paix, etc. Ok? Et donc tous les emmerdements, tous les problèmes, toutes les souffrances qu'on a sont en fait nos maîtres pour nous guider vers la conscience de notre équilibre. Alors je m'échappe un peu en philosophie, mais c'est intéressant et c'est important de souligner ça. En tout cas, dans mon approche hypnotique, c'est très présent. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un tas d'hypnoses différentes. Dans chaque hypnose, il y a un tas de techniques différentes. Mais après, même dans la même technique, il y a un tas de manières de l'appliquer. Et évidemment, chaque hypnothérapeute va appliquer une technique en fonction de sa vision de la vie. Et moi, j'arrive pas à faire de l'hypnose sans avoir un fond de philosophie derrière, parce que avec ça, je peux pas faire de l'hypnose comme quelqu'un d'autre. Parce que je sais que le subconscient, il est focalisé là-dessus. Hein? Mais avec cette conscience-là, j'ai envie de faire prendre conscience aux gens qui regardent tout ce qui est bien, déjà. Et donc voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous signaler? Donc, vous pouvez faire cette expérience. Vraiment, c'est important de sentir cette possibilité pour vous de jouer avec vos structures mentales. Même chose avec les pensées. Si vous avez une pensée qui est récurrente, on a 60 000 pensées par jour. Dans les 2/3, c'est-à-dire 40 000, sont les mêmes chaque jour. Récurrents, tout le temps. Ça nous accompagne. Je suis pas assez intelligent, j'ai pas assez d'argent, je suis trop ci, maman, machin, mon fils, truc. C'est tous les jours, bla 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 bla. Hein? Et c'est ok, c'est normal, c'est juste comme ça. C'est la pensée qui nous traverse. C'est pas vous qui pensez, ce ne sont pas vos pensées. Ce sont des pensées issues de vos expériences qui vous traversent. Si c'était nos pensées, on ne serait quand même pas assez crétins pour se créer des mauvaises pensées. Si on pouvait les choisir. On ne les choisit pas, tout d'un coup la pensée est là. Par contre, elle n'est pas là n'importe comment. Repérez où elle est dans votre espace, repérez quelle couleur elle a, de quelle manière elle vous parle cette pensée. Est-ce qu'elle vous juge, elle a un regard dur, ou bien est-ce que c'est une petite voix, une petite fille qui dit qu'il a peur, ou je ne sais pas quoi. Repérez et transformez ça. Vous transformez votre structure mentale et ça change la perception. Je crois qu'on a encore on a encore un petit peu de temps pour un dernier exercice court, pour vous donner encore un dernier outil. Juste, ça prend 2 minutes, hein, et puis après, s'il y a une ou deux questions, je répondrai volontiers. Il nous reste 5 minutes. Et donc, je vais vous inviter à mettre vos mains comme ceci devant vous. Et vous allez imaginer que ces mains sont entourées, regardez ici, sont entourées par un élastique. Ok? Voilà. C'est juste ça qu'il faut savoir. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, laissez vos yeux se fermer ou laissez vos yeux fermés. Et imaginez cet élastique qui relie vos 2 mains. C'est l'élastique du stress. Vous pouvez imaginer que cet élastique est détendu. Et je vais vous inviter à le tendre jusqu'à une tension confortable, c'est-à-dire un stress agréable, un stress qui vous donne des performances. Mais vous savez que si vous écartez trop les mains, si vous allez trop loin, vous allez faire craquer l'élastique. Laissez vos mains s'écarter et sentez le niveau de stress, sentez la tension de l'élastique qui est la plus agréable pour vous. Une tension d'élastique et n'allez pas jusqu'au bout. Vous pouvez tendre encore
juste avant la rupture, et puis vous relâchez ensuite pour avoir un bon niveau de tension, la tension idéale, pour avoir un maximum de performance. Voilà. Et vous sentez que si vous resserrez les mains, ou si vous ramenez les mains à un niveau de détente totale, eh ben vous n'avez plus de performance, vous êtes comme mou, molle. Et comme ça vous permet de ressentir, en retendant un peu l'élastique, la tension idéale pour vous. Et vous pouvez chercher l'endroit qui est parfait, là où vous êtes le plus solide, le plus efficace, le plus performant, plus performante. Et quand vous êtes bien, eh bien vous laissez les mains se reposer. Votre système interne a identifié ce qui est bon pour vous. Le niveau de stress idéal pour, comment on dit ça, faire appel à vos meilleures performances. C'est une chose que vous pouvez faire très facilement. Ça prend 1 minute. Hein. Si vous avez un rendez-vous important, une conférence à donner, j'en sais rien, un truc qui vous stresse un peu, vous faites ça, vous fermez les yeux, vous dites, ok, quelle quantité de stress j'ai besoin? Là, un peu plus, non, ça c'est trop. Juste là, cette tension. Si je relâche, non, ça c'est pas assez. Et c'est votre système, c'est votre structure mentale qui est en train de mettre en œuvre la quantité de stress nécessaire et vous la contrôlez. Faites l'expérience, vous verrez, c'est un outil, c'est vraiment plus simple, on ne peut pas faire. Hein, et plus vous allez l'utiliser, enfin, dès que vous l'aurez utilisé 1 ou 2 fois, 3 fois, eh bien, votre système sera tout à fait, il l'aura complètement intégré. Et donc, c'est très facile et très rapide à faire. Même si vous devez, je ne sais pas, confronter n'importe quelle situation qui vous stresse un peu, vous dites, ok, j'ai besoin de mes capacités de performance, je vais chercher le niveau et ok, je respire, c'est intégré et j'y vais. Voilà, il nous reste 2 minutes, 3 minutes. Est-ce qu'il y aurait une question ou l'autre? Évidemment, on pourrait parler d'hypnose pendant des heures. Et vous l'avez compris, je suis assez facilement bavard. Mais je réponds volontiers à une question s'il y en a. Ok, sinon, je vous signale que, donc moi je suis établi à Lausanne, mais aujourd'hui, un peu à cause ou grâce au Covid, on ne sait pas, on a beaucoup développé les séances à distance, ça marche très très bien aussi par Skype, par Zoom, donc on n'est plus trop arrêté par la distance, en tout cas pour la plupart des séances. Sauf si on travaille au niveau énergétique, au niveau du corps, ce que je fais aussi un petit peu, mais autrement, donc ça marche bien. Et puis voilà, avec l'hypnose, on peut faire une foule de choses parce qu'on travaille sur les structures mentales. On ne travaille pas sur l'histoire de la personne, on ne travaille pas sur le problème. C'est-à-dire, vous pouvez venir me voir avec un trouble, un trauma énorme, et on peut travailler ensemble sans que vous me racontiez quoi que ce soit. Je vous demanderai c'est quelle couleur, je vous demanderai est-ce que c'est plutôt chaud, plutôt froid. Vous comprenez? Et donc, moi j'ai une spécialisation en sexologie, troubles sexologiques, et donc c'est super précieux, super confortable de pouvoir aborder ce type de troubles sans avoir besoin de raconter quoi que ce soit. Voilà, il y a des cartes de visite, il y a quelques flyers ici ou là-bas, si ça vous intéresse. Et puis, j'ai pas de stand, je suis venu juste donner cette conférence. Mais si vous avez une question que vous aimeriez me poser en aparté, je vais aller me prendre un petit café. Ok ? Autrement, je vous remercie d'être venu. C'était un plaisir de vous parler d'hypnose et peut-être de certaines choses qu'on n'aborde pas tellement ordinairement quand on parle d'hypnose. Merci de votre attention.